des noms en présentant mon conférencier et l'une des débatteuses. Notre invité conférencier, c'est Lax Guvans Cadette. J'ai bien dit. C'est pas Clavel, mais c'est Cadette. Et puis, c'est pas Ismena, c'est Ismana Jérôme. Voilà. Vous me pardonnez? Oui, oui. Eh bien, on peut commencer. À vous le verbe. Merci Georges Alain. Aujourd'hui, je suis invité à traiter un sujet assez considérable, important, surtout pour Haïti, mais pour toutes les couches sociales et pour toutes les forces vives de la nation haïtienne. Donc la personne qui est là pour présenter cet exposé, c'est Lax Guvans Cadette. Je suis doctorant en droit constitutionnel à l'Université Laval et avec l'Université 51 Yvelines. J'ai une spécialisation en droit public et en droit des contentieux publics et j'ai fait la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Et le sujet aujourd'hui porte sur la réforme constitutionnelle. Et la réforme constitutionnelle en Haïti ou ailleurs, et le concept est un concept qui est hérité surtout du droit américain, du système common law, surtout en Angleterre. On a parlé pour la première fois de la réforme constitutionnelle. Mais dans le texte constitutionnel, on ne va pas trouver ce concept. Par exemple, vous n'allez pas trouver dans la Constitution du 29 mars 1987 la réforme constitutionnelle. Et ce concept est beaucoup plus cher à la science, à la doctrine du droit constitutionnel qu'au texte posé par le législateur. Mais pour traiter ce sujet, je dois quand même me détacher totalement des textes, surtout des articles, parce que cet exercice n'est pas un exercice de répétition, d'analyse et d'utilisation des articles, par exemple, dans un tribunal, mais dans cet espace, je dois quand même me fier à une analyse de la réalité créée par la norme constitutionnelle pour pouvoir faciliter la compréhension de plus un. La réforme, c'est quoi? C'est la manière de modifier. C'est le fait de modifier, d'apporter des modifications, des changements à un texte, à une institution, à n'importe quelle structure. Et si ça a fonctionné dans le temps d'une telle manière et aujourd'hui ça ne fonctionne pas comme on l'a voulu, il faut apporter une modification ou une réforme. Mais la réforme constitutionnelle, c'est quoi? C'est le fait d'apporter des changements, des modifications au texte constitutionnel. Mais la chose qu'il faut comprendre à travers cet exposé aujourd'hui, c'est que la réforme dont on parle aujourd'hui se rapproche beaucoup plus de la révision de la Constitution, de l'amendement constitutionnel. Et dans le texte constitutionnel, dans la Constitution du 29 mars 1987, il est précisé aux articles 282 et suivants que les modes de procédure de la révision de la Constitution sont très lourds et la procédure est longue, complexe, panoramiquée, institutionnalisée. Parce que dans les articles 282 et suivants, la révision, le législateur a pris le soin, ou les constituants, parce qu'il faut apporter cette précision. Par exemple, pour la révision de la Constitution, ce n'est pas le Parlement qui s'en charge, mais c'est l'Assemblée constituante. C'est l'Assemblée nationale qui se réunit et le Parlement, la réunion des deux chambres, la Chambre des députés et le Sénat de la République, et ces deux chambres se réunissent pour former l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale, et selon les dispositions des articles 282 suivants, est apte à apporter une révision à la Constitution. Et pour le bonheur de la science et du débat, je dois quand même apporter cette précision. Par exemple, pour Haïti, la réunion de la Chambre des députés et du Sénat de la République forme l'Assemblée nationale. Pourtant, en France, l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée des députés. Donc, par précision. Maintenant, étant donné que cette procédure de révision de la Constitution comme prévu est dans le texte constitutionnel du 29 mars 1987, c'est une révision qui peut prendre environ 5 à 10 ans. Par exemple, il y a d'abord la proposition d'amendement de la Constitution. Donc, un député, un sénateur peut décider de faire une proposition d'amendement à la Constitution. Mais la proposition du député ou du sénateur, ce n'est pas encore l'amendement, c'est une proposition d'amendement.
Et cette proposition d'amendement doit se faire à la dernière législature, à la dernière session ordinaire de la législature. Maintenant, cette proposition d'amendement sera votée par les 2/3 des deux chambres en réunion, en Assemblée nationale. Et une fois que cette proposition est votée, elle est devenue une déclaration d'amendement. Et cette déclaration d'amendement, la Constitution précise qu'elle doit être publiée et ensuite, à la prochaine session de la prochaine législature, cette déclaration d'amendement sera votée. Et à cette phase, la déclaration d'amendement deviendra un amendement à la Constitution. Cet amendement à la Constitution, le texte constitutionnel du 29 mars 1987 précise la déclaration d'amendement votée. L'amendement, elle doit être publiée, mais elle ne sera pas promulguée que sur le prochain président. C'est-à-dire son application sera, l'effectivité de l'amendement constitutionnel sera au prochain président. Donc vous voyez, il y a au moins 2 législatures qui s'impliquent, ça veut dire 4 ans. Chambre des députés, il y a au moins un président en fonction sur lequel l'amendement a été publié qui ne peut pas bénéficier des prérogatives. Maintenant, environ une dizaine d'années, peut-être que c'est 5 en fonction de la concordance du temps. Ainsi, la procédure aujourd'hui est très longue et complexe. Et pour parler de la révision d'une constitution, il faut se baser sur un critère de légalité. C'est-à-dire, c'est dans le texte constitutionnel même qu'il faut rechercher la justification à l'amendement, à la révision de la Constitution. Et comme au début, je vous avais bien dit que la réforme constitutionnelle n'est pas seulement la révision de la Constitution à travers ce qui est prévu aux amendements de la Constitution, mais c'est aussi un processus. C'est pour cela qu'on doit se verser dans les faits et une approche historique est nécessaire. En Haïti, si on parle de réforme constitutionnelle, il y a changement de constitution. Le changement de la constitution ne se fie pas à un critère de légalité. C'est-à-dire, si on veut changer une constitution, on ne doit pas regarder, on ne doit pas chercher la justification dans la constitution elle-même, mais on doit le chercher ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire dans les faits. Est-ce qu'il y a une nécessité aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un problème d'application? Est-ce que les institutions qui sont appelées à modifier, à reviser la Constitution sont opérationnelles? Et à cette phase, il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes dans une crise institutionnelle aiguë. La crise est politique, certes, mais les institutions qui devraient être mises en place pour participer dans la modification, dans la révision de la Constitution ne sont pas opérationnelles. Par exemple, il n'y a pas de chambre des députés actuellement, le Sénat de la République est dysfonctionnel, il n'y a qu'une administration qui est là pour exécuter les dépenses publiques. Maintenant, pour réviser la Constitution, il faudrait qu'on pourrait se mettre en Assemblée nationale. Et cette possibilité n'existe pas. Maintenant, la possibilité qui existe, c'est de se détacher de cette hétérodoxie normative, c'est-à-dire dans les lois, dans les textes, et pour chercher la justification dans une approche de sociologie juridique. N'en déplaise à mes amis qui sont positivistes, qui estiment que la norme juridique crée sa propre réalité, mais pour moi, les faits existent avant la norme. Et c'est pour cela que je pense que le droit, c'est un défaut de facticité, comme Georges Gurevitch pourrait le dire, le droit, c'est la lecture d'un fait social. Maintenant, historiquement, Haïti a connu autant de crises que de constitutions. Plus d'une vingtaine de constitutions. Et c'est pour cela que je dois quand même faire une petite approche. Parce que les constitutions ont vu le jour. C'est pour soit répondre à un besoin social, à une exigence politique, à une contrainte économique. Parce que c'est le grand contrat populaire se trouve dans la Constitution. Et c'est à travers ce texte normatif que le peuple, à travers ses représentants, ou à travers les personnes désignées dans une assemblée constitutionnelle, décide comment on va organiser la société, comment les pouvoirs publics seront distribués, seront exercés, comment on va organiser les institutions publiques, comment on va voir la fonction publique, l'administration, les pouvoirs, le Parlement, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et le 20 mai 1804, vous vous rappelez des Brumaires de Jean-Jacques Dessalines, le décret du 28 février 1803
avant la publication de la Constitution du 20 mai 1805. Et cette Constitution, Dessalines a voulu donner une forme normative à la bataille pour l'efficacité des dépenses publiques, il faut le dire. Ensuite, pour le partage des titres de propriété, la Constitution est publiée. À la mort de Dessalines, il y avait une bataille, il y avait un changement au niveau des visions politiques, et c'est pour cela en 1806, sa propre constitution pour créer une nouvelle gouvernance politique, et Pétion en 1807 avait une autre forme de gouvernance à travers sa constitution de 1807. C'est pour vous montrer à travers les crises en 1844, le manifeste de Pralin, toutes ces crises politiques, et après chaque crise, l'occupation américaine, plus de 4 constitutions. À la fin de l'occupation américaine, on a eu des constitutions 1986, en 1974, 1979. Et je dois quand même apporter cette précision aussi. Il y a peut-être parfois une nécessité légale qui nous donne la création, qui crée une institution. Et cette institution, en fonction du besoin populaire, a tellement d'importance, on est obligé de donner un caractère constitutionnel à cette institution. On peut prendre l'exemple de la Banque nationale d'Haïti, la BNH, qui avait été devenue la Banque nationale de la République d'Haïti, ensuite la Banque de la République d'Haïti et la BNC à travers la loi de 1979. Et la prochaine constitution a donné un caractère constitutionnel à ces institutions et on les a fait devenir comme le responsable de la politique monétaire et de la politique économique du pays. Maintenant, c'est pour vous montrer que les crises politiques, les changements de constitution ont toujours vu le jour. Et ce n'est pas une fatalité. Cette question ne se pose pas seulement en Haïti. En République dominicaine, notre voisin, à travers la crise qu'il y avait en 1844, c'est la première constitution d'Haïti en février 1844. Après, la République dominicaine a connu plus d'une trentaine de constitutions, beaucoup plus qu'Haïti. Et la dernière en date, c'est en 2015. Mais aujourd'hui, ils ont un organe constitutionnel chargé de faire respecter la Constitution, qui est le tribunal constitutionnel. Mais en Haïti, à travers la Constitution du 29 mars 1987, nous avons prévu beaucoup d'institutions régaliennes, soit pour garantir les libertés publiques, les libertés fondamentales, soit pour garantir le respect et l'application, la conformité des autres normes, des autres décisions politiques par rapport à la Constitution. Et cette question n'existe plus aujourd'hui parce que le Conseil constitutionnel n'est plus opérationnel. Mais ce qu'il faut comprendre nécessairement à travers la question de la réforme, et c'est pour cela que j'ai fait cet exposé, c'est pour essayer de répondre à cette question. Est-ce que l'heure de la réforme constitutionnelle a-t-elle vraiment sonné? Je pense que la réponse ne se trouve pas à travers une affirmation totale et insécable, c'est-à-dire que je peux dire oui ou non. Mais l'important, c'est que, comme point de principe, il faut savoir, la révision constitutionnelle se fie à un critère de légalité. Pour faire une révision de la Constitution, il faut chercher la justification dans le texte constitutionnel. Mais le changement de Constitution ne se fie pas à un critère de légalité, mais de légitimité. La question qu'il faut se poser à cet instant, est-ce que la réforme, est-ce que les personnes qui sont là pour changer la Constitution ont assez de légitimité pour poser la question? C'est-à-dire, même si le texte ne le prévoit pas, moi-même je suis partisan de la Constitution. D'ailleurs, je travaille sur le droit constitutionnel. Moi, je suis pour l'application à la lettre de ce que dit la norme. Mais étant donné, nous sommes dans un piège actuellement dans le pays, parce que la Constitution, le cadre normatif prévu pour la révision de la Constitution n'est plus à l'ordre du jour. À cet effet, il faut regarder dans les faits. Est-ce que la Constitution a été appliquée? Est-ce que malgré l'application de certaines dispositions dans la Constitution, malgré la copie ou bien l'approche comparative qu'il y a dans nos constitutions haïtiennes par rapport aux constitutions françaises et américaines, parce qu'il y a vraiment une très bonne relation entre les constitutions d'Haïti et les constitutions françaises. Nous avons porté des modifications à nos constitutions, bien nous avons changé nos constitutions. C'est dans l'objectif soit de répondre
aux besoins, comme je l'avais dit, mais de répondre aussi de retirer ou d'enlever, de supprimer un pouvoir à une personne. Et c'est dans ce contexte que la Constitution du 29 mars 1987 a été adoptée. Nous avons connu une dictature. Et c'était l'heure. C'était l'heure pour les couches vives de la nation, les personnes qui se sont combattues pour la liberté d'expression, pour la démocratie. C'était l'heure, en 1987, dans le monde. C'était la parole de la démocratie, du respect, du pluralisme politique. Et c'est à cet instant, on a connu dans le pays un président qui était chef de l'État, une superpuissance. Et ils voulaient faire croire, ils voulaient édenter le président de la République, c'est-à-dire réduire au maximum le pouvoir du président de la République pour ne pas retourner à la dictature. Eh bien, cette constitution, eh bien, cette volonté de pouvoir consolider les libertés individuelles, la liberté d'expression, d'essayer de créer un certain équilibre entre les pouvoirs publics. Et c'est pour cela que le président avait la capacité de dissoudre la Chambre des députés ou le Parlement à travers la Constitution du 29 mars 1987. Cette possibilité n'existe plus. Le président avait la possibilité d'appeler le peuple dans ses comices pour changer la Constitution. La Constitution du 29 mars 1987 a interdit toute forme de consultation populaire visant le changement de la Constitution. À cet effet, on n'a plus la possibilité de se verser dans le texte constitutionnel pour apporter ces changements. Et aujourd'hui, vous qui êtes en présentiel et les personnes qui sont à distance à travers la magie de la technologie, vous savez très bien qu'aujourd'hui, le comité de conciliation, les institutions les plus politiques prévues par la Constitution ne sont pas opérationnelles. Et les délais impartis par la Constitution pour l'organisation des élections ne sont jamais respectés. Et vous savez, dans un état de droit, ces critères sont fondamentaux. La présence d'une constitution rigide, comme le cas d'Haïti, nous avons une constitution assez rigide. Et le mode de révision est un peu compliqué, complexe. Et l'organisation des élections dans les délais impartis par la Constitution, le respect des libertés fondamentales, l'indépendance des pouvoirs, la séparation des pouvoirs. Et à travers ce critère, on va se poser la question, si un pouvoir n'a pas la capacité de s'ériger en contre-pouvoir, quelle est la force de ce pouvoir? À ce niveau, par exemple, le président de la République peut être mis en accusation par la Chambre des députés. Le Sénat peut s'ériger en recours de justice pour juger les hauts dignitaires et le président de la République. Mais ça, c'est un pouvoir qu'on avait donné au Parlement. Mais le président de la République n'a pas cette capacité. Et pour John Locke, qui pense que le judiciaire, c'est une autorité, mais pas un pouvoir. Moi, je pense que c'est un pouvoir, parce que même s'ils n'étaient pas issus d'une élection, mais ils ont la capacité quand même de contraindre, soit à travers les institutions de poursuite ou de jugement, et c'est un véritable pouvoir. Maintenant, est-ce que l'heure est à la réforme constitutionnelle? Moi, je pense qu'il y a une nécessité d'apporter des modifications à la Constitution. Maintenant, est-ce que les personnes qui sont là sont légitimes? Nous savons qu'il y a la conclusion d'un accord politique qui a donné certaines prérogatives, qui a donné une certaine légitimité à des agents publics, à des agents politiques. Et dans cet accord politique, il y a la publication de décrets créant le Conseil présidentiel de transition et un arrêté nommant le Premier ministre et son gouvernement. Donc, à travers le Conseil présidentiel, à travers l'accord du 3 avril, il y a un transfert de compétences et un transfert de légitimité à ces deux organes. Est-ce que ces deux organes ont la capacité d'adresser la question aujourd'hui? Moi, je ne suis pas le mieux placé pour le répondre. Mais je pense, comme partisan du dissensus politique et du dissensus idéologique, je pense que la contradiction fera beaucoup mieux et ça donnera beaucoup de vie